Dans le cadre des élections du 17 mai 2020, le Bénin a connu une campagne exclusivement médiatique, exclusivement médiatique telle que nous l'avons vécue, qui a eu également la particularité de favoriser l'organisation d'une campagne non officielle en parallèle, une campagne non officielle qui s'est déployée sur le terrain, car on a pu, grâce à des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, voir des candidats qui sont allés au contact des électeurs potentiels sur le terrain. On a pu voir ainsi des regroupements de foule. On a vu des attroupements de personnes où les gestes barrières n'étaient pas observés. Or, à cause de la psychose liée au coronavirus, il était plutôt recommandé de faire usage du crieur public ou de mégaphones portés par tout type de véhicule en déplacement et non en stationnement. Donc sur les réseaux sociaux, grâce justement à des groupes satellites et autres pages sur les plateformes digitales, donc les candidats ont pu envoyer des messages à leurs sympathisants sur WhatsApp, Facebook par exemple. Et depuis donc quelques années, ces réseaux sociaux sont venus un peu bouleverser le paysage médiatique béninois. Ces réseaux sociaux et les fake news sont venus bouleverser les règles de l'information dans notre pays. Dans le cadre de la campagne exclusivement médiatique que le Bénin a connue tout dernièrement, on a assisté à une révolution qui a eu un impact économique sur le secteur des médias, par exemple, puisque durant cette campagne, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a réquisitionné donc 86 radios, 6 télévisions et une cinquantaine de journaux de la presse écrite, ce qui a créé donc un déséquilibre notamment au niveau des autres médias qui ont une existence légale par exemple et qui n'ont pas pu participer à cette opération médiatique qui a été prise en charge par le gouvernement béninois. Concernant les fake news, les études montrent aujourd'hui que les fausses nouvelles se répandent beaucoup plus vite que les nouvelles avérées, les vraies informations qui tentent justement donc de rétablir la vérité à propos de ces fausses informations. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de tromper les gens, surtout pendant une période de campagne telle que celle qui a été organisée récemment au Bénin. Par exemple, durant la campagne exclusivement médiatique, on a observé que les réseaux sociaux ont servi de caisse de résonance aux médias réquisitionnés pour la campagne. Sauf que sur les réseaux sociaux, on retrouve à côté des médias professionnels, donc à côté des médias professionnels, à côté des médias qui ont été réquisitionnés par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, des médias qui parfois ont pignon sur rue. On retrouve à côté de ces médias certaines sources qui ne sont pas aussi fiables. Et bien souvent, ces sources arrivent à trouver leur chemin afin de disséminer des infos vers le grand public. Dans le cadre de ce type de campagne, donc dans le cadre de la campagne exclusivement médiatique, on peut également recourir malheureusement à la puissance des techniques de marketing individualisé, des techniques qui permettent de cibler le comportement des consommateurs et c'est le même type d'algorithme qui permet aujourd'hui de faire du profilage politique et de cibler des électeurs dans le contexte d'élections de proximité. On est donc en face de pratiques de mauvaise foi qui sont orchestrées à l'insu des populations. Au Ghana et au Nigeria, par exemple, Cambridge Analytica, Cambridge Analytica a été épinglé justement dans l'organisation de campagnes politiques par le passé. Dans le cas du Ghana, plusieurs documents mentionnent par exemple que Cambridge Analytica a été mandaté par le ministère de la Santé il y a de cela quelques années pour mener une vaste étude sur les pratiques et les exigences en matière de santé au Ghana. Cambridge Analytica a ainsi conduit, dans le cadre de ce contrat avec les autorités sanitaires ghanéennes, donc 30 000 sondages auprès de ménages répartis dans 97 circonscriptions électorales réparties dans 10 régions du pays. À l'époque, le pays était dirigé par John Mahama, qui a d'ailleurs été désigné candidat à l'élection présidentielle que le pays compte organiser cette année. Donc désigné candidat du Congrès national démocratique, le NDC, comme ils disent au Ghana.
Et en 2016, le rapport cumulatif produit par Cambridge Analytica avait montré que les chances de John Mahama étaient minces pour qu'il l'emporte face à l'actuel président Nana Akufo-Addo du NPP, le New Patriotic Party. Dans le cadre de la réalisation des sondages menés par Cambridge Analytica, la firme britannique en a profité pour introduire par exemple des sociétés médicales au Ghana. Et cette firme voilà, qui s'est révélée pour ses pratiques de manipulation lors des périodes électorales a également négocié des contrats de construction d'hôpitaux. Certaines sources révèlent d'ailleurs que euh, les activités de Cambridge Analytica étaient plus intenses auprès des sociétés médicales que la stratégie politique qu'elle était censée déployer en faveur du Congrès national démocratique. Ceci étant, le fait que Cambridge Analytica ait articulé sa stratégie autour du système sanitaire au Ghana euh, me fait penser en fait que cette société en fait a eu la possibilité de mettre la main sur l'entièreté du fichier des données biométriques des citoyens ghanéens bien avant la campagne qu'elle était censée orchestrer pour le candidat John Mahama. Donc quand on prend par exemple une image biométrique, euh, quand on prend par exemple une photo biométrique, on peut dire si la personne photographiée porte des lunettes ou pas. On peut dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On peut même estimer l'âge de la personne qui est photographiée et on peut même inférer, grâce à certains procédés techniques, une vingtaine de conditions médicales à partir de la photo biométrique qui est prise. Toutefois, euh, je tiens à dire que malgré donc tout cet avantage que Cambridge Analytica avait et malgré justement les contrats qu'elle a négociés donc derrière le rideau et malgré l'appui en communication stratégique qu'elle a apporté au candidat Mahama au Ghana ou à Goodluck Jonathan au Nigeria, ces deux politiciens n'ont pas pu se faire réélire grâce notamment à la pression sociale, à la pression citoyenne, à la pression de l'opinion publique, à la pression exercée par la société civile qui a joué un grand rôle dans le monitoring des élections de ces deux pays. Ceci pour conclure en insistant sur le fait que la biométrie aujourd'hui, malgré le rôle qu'elle joue de plus en plus dans les processus électoraux africains, ne garantit malheureusement pas la transparence et il revient donc à l'opinion publique, à la société civile et aux citoyens donc de rester vigilants et de jouer le rôle qui leur est dévolu dans nos démocraties.